Bienvenue à tous à la Cité de la Santé pour cette conférence. C'est un rendez-vous habituel. Aujourd'hui, nous avons invité Audrey Silbon, qui travaille à l'INPES. C'est un organisme de l'État qui s'occupe de la santé pour toute la France, qui a des messages de prévention. Vous avez certainement vu à l'accueil des dépliants qu'on a mis à votre disposition. Ça aborde tous les thèmes de la santé, y compris la surdité. Mais c'est intéressant parce que ce qui est à destination des personnes sourdes est aussi pratique pour les personnes qui ne connaissent pas bien le français, puisque c'est illustré. Audrey va nous présenter les résultats d'une enquête qui s'appelle le baromètre de la santé, qui a été appliquée aussi à la population sourde. Et c'est une première ce soir, cette présentation. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous présenter les résultats de cette enquête. Et je vous laisse la parole. C'est moi qui remercie en fait la Cité de la Santé et surtout Claire pour cette invitation. Merci également à vous qui vous êtes déplacés en ce frais vendredi soir d'automne. Donc comme Claire le disait, il s'agit de présenter donc les résultats de l'enquête que l'on a donc appelée baromètre santé sourds et malentendants. Alors cette enquête, comme disait Claire également, est une première pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, donc l'INPES. Elle a vu le jour dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, en fait, qui est l'organisme qui finance les dépenses liées au handicap. Alors, le BSSM a aussi été élaboré en collaboration avec des associations comme la FNSF, l'UNISDA, des professionnels, et d'ailleurs les unités de soins en langue des signes y ont participé. Je remercie également Alexis Caracostas qui est là ce soir, et des personnes concernées ont également participé de l'élaboration du questionnaire et de la méthode de l'enquête. Ça a été le cas de Claire qui s'est vraiment beaucoup investie en fait depuis le début de la mise en œuvre de l'enquête, et que je remercie pour son investissement qui a vraiment été sans faille. Alors, l'enquête va donner lieu à un ouvrage en fait très prochainement, au début d'année prochaine. Et ce soir, je vais vous présenter donc quelques principaux résultats. Alors là, il y a le plan un petit peu de cette présentation. Alors, je vais vous dire quelques mots très rapides en fait sur la méthode, et je traiterai ensuite de 6 sujets: la santé mentale, les questions de santé et de travail, les violences subies, la sexualité, mais du point de vue des prises de risque et de la contraception, la question de l'accès et du recours aux soins, et également la question d'information sur la santé. Alors, dans cette présentation, donc, je vais vraiment me focaliser sur les résultats et moins sur les perspectives d'amélioration qu'ils appellent, mais pour information, des recommandations et des propositions d'action vont figurer dans l'ouvrage qui est à paraître. Alors, ce soir, donc, je vais logiquement, mais pas systématiquement, me centrer sur la situation des sourds gestuels. Donc, quand je dirais sourds, c'est sourds gestuels, pour simplifier. Donc l'objectif était bien d'interroger les personnes sourdes, malentendantes, mais aussi ayant des problèmes d'audition, des troubles de l'audition, comme de l'hyperacousie ou des acouphènes, sur les perceptions et les comportements liés à la santé. L'idée, c'était de savoir donc si les perceptions et les comportements étaient spécifiques par rapport à la population générale. Et pour pouvoir faire des comparaisons, c'est donc appuyé sur une enquête existante qui est le baromètre santé 2010, donc qui est aussi une enquête réalisée par l'INPES, qui était jusqu'en 2010, donc réalisée tous les 5 ans par téléphone. On interrogeait environ 30 000 personnes par téléphone, et il a donc fallu adapter la méthode pour pouvoir interroger les personnes sourdes et malentendantes. Donc, l'idée était de proposer l'enquête, le questionnaire sur Internet. Et à partir de là, on a pu interroger environ 3000 personnes de plus de 15 ans en France métropolitaine et dans les DOM.
Donc les questions avaient été adaptées en langue des signes et certains d'entre vous ont peut-être aussi répondu au questionnaire. Donc on n'avait pas constitué d'échantillons préalables, mais on avait mis en place un dispositif très vaste et à plusieurs niveaux pour informer de l'existence de l'enquête et inciter donc, les personnes concernées à y répondre. Alors l'échantillon n'est pas représentatif, en même temps il est vraiment très difficile, voire impossible d'avoir un échantillon représentatif, mais si l'on regarde le profil des répondants, on se rend compte que la situation des enquêtés est assez diversifiée, c'était un petit peu l'objectif. Donc on a pu interroger 900 sourds en fait, donc, qui pratiquent la langue des signes, ce qui représente donc un tiers de l'échantillon. On se rend compte aussi que la surdité est survenue à des âges assez variés, puisque un tiers des personnes étaient sourdes avant 2 ans, un tiers entre l'enfance et le début de l'âge adulte, un tiers après 27 ans, et en revanche, il y a vraiment une petite proportion de personnes qui sont devenues sourdes après 60 ans. Par ailleurs, en fait, un tiers des personnes se dit très gênées par des troubles de l'audition, comme des acouphènes ou de l'hyperacousie. Alors, a priori, vous vous dites que ça concerne peut-être quand même moins les sourds, et c'est vrai, mais néanmoins, 14% des sourds ont indiqué être très gênés par ces troubles de l'audition. Alors, un des thèmes principaux de l'enquête est celui de la santé mentale. Alors, on ne parle pas... la santé mentale ne signifie pas de lourdes pathologies mentales comme la schizophrénie ou la dépression, mais là, il s'agit plutôt d'évaluer la qualité de vie et la souffrance psychique. Alors, qu'en est-il de la santé perçue par les enquêtés du BSSM? Eh bien, on remarque que la santé perçue et la santé psychologique sont plus dégradées donc, en comparaison avec les données en population générale. Si on regarde la situation des sourds, donc ceux déclarant une santé mauvaise ou médiocre sont un peu plus nombreux dans le BSSM. Là, on peut peut-être le montrer. Donc, ils sont 14% donc, à déclarer une santé mauvaise ou médiocre contre 10% en population générale. Et donc là, les sourds se situent dans une situation un petit peu intermédiaire puisque dans l'ensemble de l'échantillon, la santé perçue mauvaise ou médiocre est un peu plus importante que cela. Elle est à 22%. Alors, si on regarde maintenant un indicateur qu'on a appelé la détresse psychologique, on se rend compte que presque une personne sur deux, enfin un petit peu moins, 43% des sourds sont en situation de détresse psychologique contre 17% dans la population générale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par détresse psychologique? En fait, ce niveau de détresse psychologique, il est calculé par la réponse à des questions qui portent sur l'état des personnes durant le dernier mois. On demande par exemple dans quelle mesure les personnes se sont senties très nerveuses, découragées, calmes et détendues, tristes ou heureuses. Et à partir de ces réponses, on va calculer un score et l'on considère en situation de détresse psychologique les personnes si elles sont en dessous de ce score. Alors ensuite, on a interrogé aussi les pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Et là, on se rend compte que les pensées suicidaires dans le BSSM sont presque 5 fois supérieures à celles déclarées en population générale. Je ne les ai pas notées là, mais on a interrogé aussi les personnes sur les tentatives de suicide. Alors, pas au cours des 12 derniers mois, mais au cours de la vie. Et là, on se rend compte aussi qu'elles sont beaucoup plus importantes, puisque 18% des sourds déclarent avoir fait une tentative de suicide au cours de la vie, contre 6% dans la population générale. Alors malheureusement, on est quand même un peu conforté dans ces données qui ne sont pas très bonnes, parce que lorsqu'on compare ces résultats du BSSM avec d'autres enquêtes en France ou à l'étranger auprès des publics sourds et malentendants, on est à peu près on a à peu près les mêmes types de résultats. Alors, toujours concernant la détresse psychologique,
mais c'est aussi le cas pour ce qui est des pensées suicidaires. On a vu que cette souffrance en fait était élevée quelle que soit la situation des personnes du point de vue du niveau socio-économique, mais aussi quel que soit l'âge de survenue de la surdité ou que les personnes pratiquent ou non la LSF. On s'est aussi demandé si la détresse était peut-être plus importante dans certaines situations, et on a vu effectivement que c'était le cas quand les personnes déclarent par ailleurs une fatigue fréquente liée à la communication au quotidien. C'est également le cas quand les personnes indiquent souffrir de troubles de l'audition, donc acouphènes ou hyperacousie. Et puis c'est le cas aussi, mais alors ça c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la population générale, pour des personnes qui disent avoir des rapports homosexuels, mais aussi pour des personnes qui indiquent avoir subi des violences physiques et ou des violences psychologiques au cours des 12 derniers mois. Alors on s'est donc aussi interrogé sur les violences subies. Alors comme on va le voir, ces violences subies sont également plus importantes dans le BSSM. Alors, quand on parle de violences subies, en fait, il s'agit de 3 types d'actes. Les violences psychologiques, on entend par là le fait d'avoir été l'objet de regards ou de paroles ou de gestes méprisants ou humiliants au cours des 12 derniers mois. On a également interrogé les violences physiques au cours des 12 derniers mois. Donc on a demandé en fait tout simplement aux enquêtés s'ils avaient été frappés ou blessés physiquement par une ou plusieurs personnes en dehors d'une agression sexuelle. Et cela comprend donc les coups reçus lors de bagarres ou dans un cadre familial. Et enfin, on a interrogé les violences sexuelles au cours de la vie. Donc cela concerne à la fois les attouchements ou les viols, à la fois les actes subis, mais aussi les tentatives. Et là, en fait, on a également vu que ces violences vont concerner dans le BSSM quasiment de la même manière toutes les catégories de population interrogées, quel que soit l'âge de survenue de la surdité et également la pratique de la langue des signes. Donc, concernant les violences psychologiques, il n'y a pas, comme en population générale, en fait, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes déclarent à peu près le même niveau, mais dans le BSSM, grosso modo, les personnes vont être 26% à déclarer avoir subi ces violences psychologiques contre 15% dans la population générale. Au niveau des violences physiques, qui de la même manière concernent également les hommes et les femmes, bon, on est dans des proportions un peu moindres, néanmoins, donc en population générale on est à 3%, mais là encore, les populations du BSSM déclarent 2 fois plus de violences physiques subies. Et si on regarde à l'intérieur de l'échantillon du BSSM, on se rend compte que les hommes sourds sont un peu plus touchés que ceux qui ne pratiquent pas la langue des signes. Donc on est à plus de 9% de violences physiques déclarées chez les sourds contre 4,5% dans le reste de l'échantillon. Le dernier type de violence, donc les violences sexuelles. Alors là, de la même manière, les deux sexes sont plus touchés qu'en population générale, avec 27% de violences sexuelles subies déclarées par les femmes, ce qui est 2 fois plus qu'en population générale, et 13% par les hommes, ce qui représente 3 fois plus de violences déclarées qu'en population générale. Et là encore, les hommes sourds sont un petit peu plus touchés que les autres. Alors, néanmoins, il faut quand même mettre un petit bémol
sur les comparaisons de ces données sur les violences, car en fait, on a vu dans d'autres enquêtes que les déclarations par Internet sur des sujets délicats comme cela vont, par l'anonymat et la confidentialité que confèrent les enquêtes sur Internet, vont un petit peu améliorer en quelque sorte les déclarations en comparaison avec une enquête téléphonique. Autrement dit, dans le baromètre santé en population générale, il se peut que les données sur les violences soient un petit peu moins déclarées, enfin, que les gens par téléphone, du coup, déclarent moins facilement ce type de violence subie. Donc si ça se trouve en population générale, les chiffres seraient peut-être plus élevés si on interrogeait la population via Internet. Et donc, comme on disait, donc, ces violences sont très liées à un mal-être. Et toujours concernant donc, ce mal-être très présent, ce qui est frappant, c'est que la population qui travaille, donc la population active, va très souvent l'attribuer au travail. Ce qui fait qu'un tiers de la population active se trouve dans une situation de détresse psychologique attribuée au travail, ce qui est vraiment beaucoup, puisqu'en population générale, on est plutôt à 5%. De la même manière, 10% des actifs ont pensé à se suicider dans les 12 derniers mois en raison de leur situation professionnelle, contre 1% dans la population générale. Et ceux qui ont fait en fait une ou plusieurs tentatives de suicide au cours de la vie vont l'attribuer à 23% à des motifs professionnels, contre 10% en population générale. Donc là, on est sur ces chiffres concernent l'ensemble de la population du baromètre. Alors on s'est demandé aussi ce qui pouvait, quels étaient un petit peu les facteurs qui permettraient de comprendre ce mal-être au travail. Et on a essayé de comparer en fait les conditions de travail dans le BSSM et dans le baromètre en population générale. Et effectivement, on va se rendre compte que les conditions de travail sont en partie dégradées puisque les personnes vont en fait déclarer avoir, par exemple, plus fréquemment des objectifs ou des délais difficiles à respecter. Elles vont avoir moins d'autonomie dans le travail dans le sens où elles vont avoir moins de possibilités de prise de décision. Elles vont également avoir moins de soutien de leurs collègues dans les situations difficiles et moins d'intérêt manifesté par les collègues. Et enfin, elles vont avoir moins de moyens pour effectuer un travail de qualité. Cette souffrance au travail est aussi liée au fait qu'il existe forcément des difficultés de compréhension et 69% des sourds vont déclarer des difficultés pour comprendre les collègues. Dans les centres de l'échantillon, on est à 70%. Et 54% des sourds, contre 24% dans le reste de l'échantillon, vont déclarer des difficultés pour se faire comprendre des collègues. Mais en comparaison avec la population générale, toutes les conditions de travail ne sont pas non plus dégradées, certaines sont même un petit peu améliorées. Donc les conditions de travail plus favorables par rapport à la population générale sont moins de postures pénibles, un travail moins fatigant nerveusement ou physiquement, une sécurité d'emploi qui est moins souvent menacée et moins de situations de tension avec le public. Donc on peut dire que ces situations, donc moins de fatigue physique et moins de tension, sont certainement liées aussi au type de postes qui sont un petit peu différents donc en comparaison avec la population générale. On a vu que dans le BSSM, les ouvriers, par exemple, étaient moins représentés.
Et enfin, pour terminer sur une note un peu plus positive, encore un peu plus positive, toutes les personnes interrogées ne déclarent pas non plus donc, que le travail nuit à leur qualité de vie. 28% des sourds et 13% dans le reste de l'échantillon vont indiquer que le travail est bon pour leur santé. « 28% des sourds et 13% donc des personnes qui ne pratiquent pas la LSF. Alors sans transition, donc je change de sujet pour aborder maintenant les questions autour de la sexualité. Alors généralement, dans les baromètres, on interroge les personnes de 15 à 54 ans sur des sujets relatifs aux prises de risques et à la contraception. Alors pour cela, on va questionner les pratiques sexuelles au cours du premier rapport, au cours de la vie et au cours des 12 derniers mois. On va poser des questions sur l'utilisation du préservatif avec les nouveaux partenaires. On va interroger le dépistage du VIH, les infections sexuellement transmissibles et la contraception et l'interruption volontaire de grossesse. Alors, parmi les questions sur les pratiques sexuelles, on va demander si les personnes ont eu plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois et on va les interroger également sur la question de savoir si elles ont eu des nouveaux partenaires. Et ce que l'on remarque, c'est que le multipartenariat, donc le fait d'avoir eu plusieurs partenaires, et le nombre de nouveaux partenaires au cours des 12 derniers mois sont plus importants dans le BSSM. Et le fait en fait d'avoir eu donc plus de partenaires et plus de nouveaux partenaires est lié aussi à une plus grande fréquence des rapports homosexuels dans le BSSM. Donc, alors qu'il y a un plus grand multipartenariat et plus de nouveaux partenaires, l'utilisation du préservatif, donc avec ces nouveaux partenaires, après le premier rapport, est un peu moins fréquente dans le BSSM. On voit donc que 32% des personnes interrogées déclarent ne jamais avoir utilisé un préservatif avec le nouveau partenaire, contre 16% en population générale. Par contre, le recours au dépistage est un peu plus fréquent, ce qui est cohérent donc avec un peu plus de prise de risque. Et de manière un peu attendue, donc dans ces conditions, on a vu aussi que la proportion d'infections sexuellement transmissibles déclarées au cours des 5 dernières années est significativement donc plus élevée qu'en population générale. Donc les hommes déclarent 6% sont 6% en fait à déclarer une infection contre 2% en population générale et l'écart est un petit peu moins grand entre les femmes. Donc les femmes sont à 7% et quelques contre 6% dans le baromètre santé 2010. Alors la proportion d'interruption volontaire de grossesse est aussi plus importante qu'en population générale. On est à 24% contre 16%. Et ce résultat est à mettre en lien en fait avec une moindre utilisation de la pilule au profit d'autres méthodes jugées un peu moins efficaces comme le préservatif, les méthodes locales comme les spermicides ou les éponges et les méthodes dites naturelles. Je passe maintenant aux questions relatives à l'accès et au recours aux soins.
Alors, la situation en fait de profil de personne un peu particulière a été distinguée en fait pour comprendre ces résultats, puisque ceux qui indiquent avoir un accès difficile à la lecture ou à l'expression orale c'est un petit peu distingué en fait dans la mesure où ces personnes, par exemple, sont celles qui vont déclarer plus souvent n'avoir jamais consulté de spécialiste. Ce sont elles aussi qui vont déclarer plus souvent avoir des difficultés pour prendre des rendez-vous avec un médecin généraliste. Dans l'ensemble de l'échantillon, en fait, on a 41% des personnes qui déclarent avoir des difficultés pour prendre des rendez-vous. Et pour ces personnes, dans 30% des cas, cela va retarder les visites, et pour 18%, cela va fréquemment les empêcher de se soigner. Donc pour terminer, je passe aux questions relatives à l'information sur la santé. Donc on a d'abord posé la question de savoir si les personnes se sentaient plus ou moins bien informées sur une dizaine de sujets de santé, comme le tabac, l'alcool, la contraception, les vaccinations, le cannabis, etc. Et là encore, les personnes qui sont en difficulté avec la lecture ou l'expression orale sont moins nombreuses à s'estimer bien informées. Alors par ailleurs, dans les baromètres santé, on pose de manière un peu traditionnelle peu de questions sur les connaissances vis-à-vis de la santé. Et dans le baromètre santé 2010, on avait quand même posé des questions sur la grippe, notamment sur les modes de transmission de la grippe. Et puis on a également demandé à quel moment une personne devient contagieuse lorsqu'elle est infectée par la grippe. Et là encore, les personnes plus en difficulté avec la lecture ont moins bien répondu à ces questions. Enfin, on a posé la question de savoir sur quel sujet lié à la santé les personnes souhaitaient de l'information, si elles en souhaitaient. Alors pour les sourds, les sujets de préoccupation exprimés sont en priorité des maladies graves ou potentiellement graves, comme le cancer, Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, les AVC, les infections sexuellement transmissibles. Plus globalement, en fait, ce qui frappe, c'est que les demandes portent sur toute une variété de sujets de santé et qu'un certain nombre de personnes déclarent vouloir en savoir plus un peu sur tous les thèmes. On voit également ressortir des demandes sur l'alimentation et le poids. En revanche, les questions plus relatives à la surdité sont plus secondaires, à l'exception de celles qui ont trait à l'accessibilité. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous laisser la parole. Si vous avez des questions,